De retour sur la tranche info, place maintenant au focus et nous sommes jeudi et le jeudi c'est anthropologie et nous recevons notre expert des humanités classiques africaines, Monsieur Nusiere Kalala Omotunde. Bonsoir Monsieur Omotunde. Bonsoir. On ne vous a pas vu depuis quelques semaines déjà. C'est vrai. Ben, j'ai été faire une tournée à Marie-Galante, notamment à Grand-Bourg de Marie-Galante, où j'ai eu l'occasion de faire une intervention qui a été beaucoup appréciée d'ailleurs, qui m'a donné envie de revenir à Marie-Galante. Voilà. Alors si la plupart des gens sont très intéressés par vos propos, certains doutent forcément, ça c'est tout à fait normal. Et j'ai eu un retour particulier aujourd'hui quand j'ai annoncé justement l'émission sur les mesures sanitaires de l'Afrique dans l'Antiquité. À partir de là, on m'a dit « Ah mais vous avez l'Afrique à toutes les sauces, comment ça se fait ?» J'ai l'impression que c'est une arnaque. Qu'est-ce que vous répondez justement à ces personnes ? C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir que tous les peuples ont leurs humanités classiques. Il y a les humanités classiques asiatiques. Vous savez, quand il faut parler de la santé en Asie, vous n'avez personne d'ascendance asiatique qui va vous dire « mais on ramène tout à l'Asie ». C'est-à-dire que les gens sont toujours prêts à connaître, à découvrir leur patrimoine. Moi, ce qui me paraît toujours très étrange, c'est que quand on va, par exemple, en Angleterre, il y a des musées, il y a des documentaires, il y a des médiathèques, il y a des livres, il y a des documentaires. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'informations sur l'histoire de l'Angleterre. Et chaque fois qu'il y a un nouveau documentaire, il n'y a personne pour dire on en a déjà fait 3000, on ne va pas en faire un de plus. Nous, on n'a pas cette chance. Vous voyez, on n'a pas tout ce patrimoine-là, on n'a pas tous ces éléments-là. On est encore en train de recueillir, de collecter l'information. On n'a pas vraiment d'espace pour mettre en avant ce qui fait la grandeur du monde noir. Et vous avez des gens qui jactent en nous racontant des histoires de dormir debout, alors qu'on n'a pas de magazine scientifique, on n'a pas de documentaire à la télévision, on n'a pas encore tout ça. Quand on passe à la télévision, c'est pour parler des mêmes histoires, de l'esclavage, de la colonisation, des problèmes de ci, des problèmes de ça. Mais quand je parle de grandeur du monde noir, d'inventeurs, des inventeurs, des décisions, des choses qui ont été faites sur le plan local même, ne serait-ce que les savants de la Caraïbe, on attend toujours le documentaire. Pourtant, beaucoup de médias ou de boîtes de production m'ont fait la promesse de faire. Le documentaire Eugène Bassière n'a toujours pas été fait. Pourtant, c'est le père de ce qu'on appelle le bio aujourd'hui. Et Eugène Bassière, c'est toujours dans les cartons. Et personne n'a jamais fait de documentaire jusqu'à présent sur Eugène Bassière. Et on parle du bio, mais on oublie que c'est quand même ce monsieur qui a œuvré en Martinique et qui est à l'origine de la démarche bio et de la phytosynthèse. Donc tout ça, sont des choses qui sont importantes à mettre en avant. Et on a encore besoin d'outils, de moyens financiers y compris pour faire des documentaires, puisque beaucoup de boîtes de production me contactent à travers le monde en me disant mais il faut qu'on puisse le faire. C'est toujours le même problème, c'est le financement. Et ça, c'est quelque chose qu'il va bien falloir résoudre. Mais si on a déjà du mal à se voir régulièrement à la télévision, ça va être compliqué quand même. C'est-à-dire tout ça, moi je considère que finalement ce sont des défis. On fait la Coupe d'Afrique des Nations, on peut faire la Coupe scientifique du monde noir en réunissant tout le monde panafricain. Je dirais c'est juste, il faut décider. Une fois qu'on aura décidé, la chose va se faire parce qu'on aura pris la décision ensemble que finalement on va surmonter tous les obstacles, on va gravir toutes les montagnes et on va faire ce qu'il y a à faire, pas pour nous, mais pour les jeunes générations. Pour que l'histoire du monde noir sorte de la mise en scène, qu'on puisse arriver vraiment dans les histoires réelles. Vous prenez l'histoire de l'esclavage, c'est quelque chose qui n'a jamais été raconté jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire c'est une mise en scène de l'histoire selon la thèse des Occidentaux, mais ce n'est pas l'histoire. Ça, je le dis tout le temps. Et même quand je fais les présentations publiques, les gens comprennent pourquoi il y a une démarche éthique qui n'est pas respectée dans le cadre de l'historiographie du Yovoda. Donc ça fait partie des choses qu'il faut pouvoir à un moment expliquer, expliciter, et il faut des documentaires pour présenter le point de vue africain. Ça, c'est important. Et en tout cas, nous, je tiens à féliciter Safia, justement cette Guyanaise qui Totalement. a beaucoup trimé pour obtenir un financement justement pour réaliser un documentaire sur l'Afrique parce qu'elle veut montrer une autre face de l'Afrique, pas l'Afrique pauvre qu'on nous montre en permanence, mais l'Afrique riche de culture, de richesse du sol, mais aussi d'activité, la jeunesse qui se bouge. Donc franchement, elle a beaucoup galéré, mais je crois que une partie du financement a été bouclée. Le tournage devrait commencer incessamment. Et on est vraiment fiers de cette initiative. Mais c'est une très bonne chose. Effectivement, c'est une très très bonne chose. Non, on va y arriver à ce niveau. Alors,
Monsieur Moutoundé, on ne vous a pas vu effectivement depuis un petit moment. Alors, on aimerait avoir votre sentiment un peu sur la gestion de crise avant d'en venir justement à ces mesures sanitaires qui étaient utilisées en Afrique dans l'Antiquité. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose qui est très surprenant, c'est qu'en fait, on assiste à un grand spectacle de contradictions, de choses qui sont dites le matin, contredites à midi, et on sort une nouvelle thèse en début d'après-midi pour la contredire en fin de journée. C'est vrai que je dirais que finalement tout le monde est à la télévision, quoi, parce qu'on a l'impression que, y compris quand par exemple les solutions du Sud, parce que le professeur Raoult, ce sont les solutions du Sud, c'est-à-dire quand on voit les laboratoires du Sud, quand on voit les universités du Sud en Afrique et autres, vous avez des experts aujourd'hui, des gens qui maîtrisent tout ce qui concerne le paludisme et autres, qui ont développé des recherches moléculaires avec des grands laboratoires. On voit qu'on a face à ça une espèce de démarche. Alors est-ce que c'est financier, c'est politico-financier, économique, enfin, on a beaucoup de contradictions, beaucoup de choses non dites, des fake news qui sont finalement pas des fake news à partir du moment où les Américains en parlent sur CNN. Ce n'est plus une fake news alors que 2 jours avant c'était une fake news. Donc je dirais que pour moi c'est du grand spectacle. Mais c'est intéressant. Il faut toujours, je dirais, étudier ces phénomènes-là parce qu'on vit quand même une période assez riche en événements et en contradictions. Du jour au lendemain, on se contredit, les chiffres ne sont pas les mêmes. Je dirais qu'il y a aussi des choses qui ne sont pas claires entre véritablement les porteurs endogènes et les porteurs exogènes. Donc tout ça, c'est pas clairement, il n'y a pas de frontières. La population, finalement, elle a l'impression d'être prise en otage, y compris le monde économique, qui commençait à rebondir après le confinement et qui se retrouve à partir de la semaine prochaine encore pris dans une dynamique. On vous dira que la situation l'exige, ce qu'on comprend, je dirais, mais je pense que tout cela doit nous faire réfléchir. Et pourquoi je dis ça doit nous faire réfléchir? Parce que, en fait, nous qui sommes la première humanité, on a toujours été confrontés aux virus et aux bactéries. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas quelque chose de nouveau. On a la dengue régulièrement en Guadeloupe, on a eu le chikungunya, le Zika. Il y a eu aussi des trucs de gastro et compagnie. Je ne vois pas pourquoi il y a une mise en scène plus imposante du corona sur des symptômes qui étaient, je dirais, ce que la dengue, le Zika, enfin on a vu quand même des choses graves avec des personnes qui sont décédées aussi. Mais les mesures d'hygiène, la population les a prises finalement, sans qu'il y ait cette espèce d'obligation médiatique et ce rappel médiatique qui est relativement anxiogène pour un certain nombre de personnes. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Maintenant, ce qu'il y a de particulier, c'est que tous les experts constatent que de tous les continents, l'Afrique est le moins touchée. L'Afrique est le moins touchée parce qu'elle s'est retranchée dans ses traditions et elle s'est appuyée sur son expertise en termes de recherche. Et elle a réussi. Qu'il soit technologiquement très avancé. Très avancé. Le professeur Raoult l'a reconnu. Totalement. La France n'est même pas à niveau non, des pas du hôpitaux tout, à Dakar. Parce que maintenant les jeunes aussi ont développé de la technologie. Il y a toutes sortes de systèmes. C'est-à-dire l'Afrique est à l'avant-garde au niveau de la technologie médicale aujourd'hui. Ça, il faut le savoir. On a développé, les jeunes ont développé des tablettes tactiles qui sont centralisées dans des univers médicaux précis. Il y a la mise en place de robots aussi. Il y a vraiment les choses avancent. La médecine traditionnelle africaine est érigée aujourd'hui en médecine scientifique. Elle a pignon sur rue. On invite des chercheurs parce que moi j'ai fait le Festman. C'était une demande qui a été formulée de la part des traditionalistes à ce niveau-là. Et maintenant, ils ont le contact avec les gens en laboratoire. Personnellement, des médecins africains m'appellent, on discute. Je leur demande d'aller sur le terrain dans les villages, rencontrer les gens qui connaissent bien les plantes, qui connaissent bien les huiles essentielles, de manière à faire en sorte d'arrêter de croire que la médecine africaine n'a pas, je dirais, droit de cité sur la scène internationale. Je pense qu'il n'y a pas de problème véritablement au niveau de la médecine africaine en tant que telle. On a juste besoin de gens qui ont le sentiment d'être africains, c'est-à-dire qui croient aux solutions africaines et qui sont capables de les expertiser dans une démarche scientifique.
Non, mais c'est compliqué parce on est dans un monde, on évolue dans un monde qui essaie de décrédibiliser tout ce qui vient de l'Afrique. Le président Rajoelina le disait. Voilà, mais c'est-à-dire que là, on a quand même noté une chose, c'est que l'Afrique s'est quand même levée. C'est-à-dire que là, on a une opposition nette par rapport à l'OMS. Je dirais jamais on a eu une telle opposition de pays africains, mais une opposition nette. C'est-à-dire, on ne vous suivra pas, point final. Et même des entourloupes où on envoie de la papaye à être testée, voilà. Donc on monte des entourloupes pour vraiment montrer que tout cela finalement c'est pas très sérieux et que c'est aussi une façon que pour l'Afrique de développer aussi des stratégies en interne, c'est-à-dire d'apprendre à contacter des laboratoires en Afrique, demander des expertises. La chance qu'on a, c'est qu'on a des chefs d'État aujourd'hui ou des ministres qui sont aussi de formation en médecine, qui ont aussi de par grand-mère ou de par maman la connaissance des plantes. Donc on a un format qui est totalement nouveau, avec des gens qui ont été élevés, je dirais, dans l'habitude du traitement de la plante traditionnelle et de la médecine traditionnelle. Donc là, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Maintenant, ce qu'il y a de particulier, c'est peut-être des éléments qu'il faut. Il faut des éléments, il faut... vous savez, aujourd'hui, on a vu... De plus en plus, parce qu'il y a eu des documentaires aussi faits par certains pays occidentaux, où on voit que le chercheur africain qui va découvrir un procédé révolutionnaire pour, je sais pas moi, l'Ebola ou autre, il est en danger. Voilà, il faut l'extrader de l'Afrique, enfin ça devient tout de suite un problème. Avant qu'il ne disparaisse. Voilà, avant qu'il ne disparaisse, on voit qu'il y a une espèce de stress, parce qu'il y a des enjeux financiers relativement importants. Et donc, il faut que la découverte reste dans le domaine informel, mais que ça ne prenne pas un caractère de production industrielle. La chose, c'est que la jeune génération africaine, aujourd'hui, n'a plus froid aux yeux. Elle se lance dans la production industrielle. On voit l'Afrique du Sud ici qui s'est lancée dans la production industrielle de génériques. Donc, il y a quelque chose, en tout cas, sur le plan de la santé, puisque la santé, c'est aussi un pan de la défense intérieure. Il y a quelque chose de très beau, de très puissant. Les grands footballeurs qui financent des laboratoires en Afrique, au Ghana, au Nigeria, qui équipent l'Afrique aussi en matériel médical moderne, c'est-à-dire on fait un saut véritablement, mais un bond en avant dans la modernité avec des lits connectés dans les hôpitaux. Donc il y a quand même des choses extraordinaires qui se passent et qui ne sont pas naturellement relayées par les médias occidentaux parce qu'il s'agit d'entretenir le défaitisme et je dirais une espèce de pessimisme alors que les choses avancent à grands pas. Moi, ce que je constate maintenant, c'est que sur la scène des discussions scientifiques, tout le monde reconnaît que l'Afrique a inauguré la démarche médicale à grande échelle. Ce qu'on appelle aujourd'hui les mesures de santé, c'est l'Afrique qui a inauguré ça. La problématique, c'est la date. Nous sommes pratiquement 80 000. Ça a commencé en Afrique du Sud. D'ailleurs, j'ai amené un document. Si on peut regarder le document, le premier document sur Sibudu, parce que c'est véritablement là où tous les chercheurs sont d'accord. La démarche de santé collective a commencé en Afrique du Sud. Et avant de passer il y a 77 000 ans. Je tiens à préciser, encore une fois, qu'on n'invente rien. Non, les documents scientifiques sont notés avec les sources. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il n'y a pas de souci, c'est de l'histoire pure et simple. Totalement. On va sur le premier document. Il est intéressant de savoir quand est-ce qu'a commencé, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la démarche tout simplement de prévention de santé sur le plan collectif. Tout cela nous ramène en fait finalement en Afrique du Sud, à Sibudu. C'est là qu'on découvre les premières mesures de santé. Et attention, elles remontent pratiquement il y a 80 000 ans. Alors, sur le site de Sibudu, où les chercheurs ont réalisé donc des fouilles archéologiques, qu'est-ce qu'on constate? On constate tout simplement qu'une équipe américaine et allemande, a publié dans la revue Science une découverte extraordinaire. Cette équipe a été menée par le professeur Lynn Wadley de l'université de Johannesburg. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert? Tout simplement des lits insecticides qui remontent à 77 000 ans. Chose particulière, c'est que cette date atteste tout simplement de l'apparition pour la première fois dans l'histoire de l'humanité de mesures d'hygiène collective. Et ça, c'est important de le souligner. Le professeur Marion Bamford, qui est un botaniste, a noté que les ancêtres ont utilisé tout simplement les fibres d'un arbre, le Cryptocarya rudi, dont les substances chimiques insecticides repoussent acariens et moustiques. Donc,
Qu'est-ce qu'on constate encore? C'est le début en fait de la phytothérapie comme solution de santé humaine. Que dit le professeur Lynn Wadley à ce sujet? Elle dit que la sélection de ces feuilles pour la construction de la literie suggère que les habitants de Sibudu avaient une connaissance précise des plantes autour de l'abri et étaient conscients de leur utilisation médicinale. La phytothérapie doit avoir fourni des avantages pour la santé humaine à l'époque et l'utilisation des plantes insectifuges ajoute une nouvelle dimension à notre compréhension du comportement humain il y a 77 000 ans. Chose particulière, c'est que le professeur Christopher Miller, qui est géoarchéologue de l'université de Tübingen en Allemagne, rajoute que les literies, une fois utilisées dans une certaine périodicité, étaient tout simplement mises au feu. Et c'est la meilleure technique d'éradication des micro-organismes. Donc on voit que finalement, on a affaire à une démarche qui est relativement pensée. Chose particulière, c'est l'invention véritablement de la notion d'hygiène, comme le suggèrent beaucoup de magazines scientifiques s'intéressant aux mesures naturelles de santé. En tout cas, il y a une chose qui est indéniable, c'est que sur Radio-Canada, le professeur donc Lynn Wadley affirme qu'il s'agit en fait du tout premier système de soins et d'hygiène et de santé mis en place dans l'histoire de l'humanité. Et là, nous sommes en Afrique du Sud, il y a 77 000 ans. Chose encore particulière, vous savez, le papyrus Ebers, donc, qui a été réalisé, donc un papyrus de médecine, donc, est considéré comme étant aussi une source extraordinaire en matière de phytothérapie. Il a été réalisé en Afrique il y a 3500 ans, et c'est vrai que quand on invoque les documents fondateurs de la phytothérapie, dit par exemple le magazine Plantes et Santé, dans la culture occidentale d'une façon générale, on cite ce papyrus. Car ce manuel de médecine pratique, qui a été rédigé il y a plus de 3500 ans pour permettre à un médecin de diagnostiquer les pathologies et de prononcer un traitement adapté, on y découvre une pharmacopée très riche et des pratiques médicales des fois surprenantes mais efficaces. Donc c'est important de le rappeler qu'en fait, tout simplement, c'est l'Afrique qui a inauguré dans l'histoire de l'humanité les démarches collectives de pensée et d'hygiène, et cela remonte à 80 000 ans, ce qui n'est pas rien. Encore une fois, une invention de l'Afrique. Voilà. Mais pas collé, il ne faut pas s'énerver, c'est une réalité, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors je dirais que, en fait, ce qu'il y a de très particulier, voyez-vous, dans la démarche de santé, c'est qu'elle est liée beaucoup à la spiritualité. C'est-à-dire, c'est lorsque vous rentrez... je ne parle pas de religion, hein, je parle de spiritualité. D'accord ? La spiritualité, c'est l'expérience de sa divinité. Ça, c'est important de le comprendre. Et la chose, c'est que la spiritualité africaine est liée à la notion de rapport avec la biodiversité et aussi d'alimentation. Donc, on se rend compte qu'en fait, il y a quelque chose d'important. C'est-à-dire, dans le texte sacré africain, on dit que le Créateur est présent dans toute sa création et c'est lui qui dispense son énergie à cette création. Et c'est vrai qu'on voit que vous mettez une graine en terre et elle s'élève verticalement vers le ciel. Donc il y a une énergie particulière qui part du sol et qui permet cette élévation. Chose particulière, justement, c'est que la première chose, c'est l'éclat, la couleur, l'énergie, la beauté. C'est quelque chose qui marque. Donc, la première démarche que nos ancêtres ont commencé à faire, c'est l'asepsie. Sur le plan externe, une hygiène impeccable. C'est-à-dire que quand on regarde les stèles de l'Égypte, vous voyez, les gens sont rasés, coiffés, ils ont de l'huile sur la peau, mais c'est impressionnant, les hommes et les femmes, de voir à quel point l'hygiène corporelle est poussée à l'extrême. Chose que les gens qui s'intéressent justement à ce domaine-là notent quand on regarde les stèles de l'Égypte pharaonique, quand on regarde les pharaons d'Égypte, les prêtres, tous ces gens, il n'y a pas de poils qui dépassent, il n'y a pas de barbe, il n'y a pas de tout ça. Donc c'est là où on voit que le rasoir, tout ça a été inventé. Mais il y a aussi la démarche aussi en interne, avec les tisanes qui vont nettoyer le corps, avec les huiles essentielles, voyez, qui vont purifier les canaux énergétiques. Donc il y a en fait toute une série de choses, y compris ce qu'on appelle aussi les antibiotiques
naturels. Donc on va utiliser un certain nombre d'antibiotiques naturels, comme par exemple ce qu'on appelle le propolis aujourd'hui, qui est fait par les abeilles. Donc ce sont des choses qui ont pour vocation, la notion de vitalité du corps, c'est important. La vitalité du corps passe par l'hygiène et donc aussi par le fait de maintenir cette vitalité dans les organes. On sait que lorsqu'on mange, on ne mange pas qu'un aliment, on mange de l'énergie. La chose qui est très particulière aujourd'hui, c'est que vous voyez, entre une orange africaine et une orange occidentale brésilienne, puisque maintenant c'est le Brésil qui fait les oranges, il y a une chose qu'on découvre, c'est le taux d'ensoleillement. C'est-à-dire, oui, d'accord, une orange peut devenir énorme en 2 jours. Mais le problème, c'est qu'il y a le taux d'ensoleillement. C'est-à-dire, le soleil a une dose d'énergie qui doit pouvoir dispenser à l'orange chaque jour. Et quand on raccourcit ce temps-là, ça fait que l'orange d'il y a 50 ans qui nous donnait, par exemple, 1000 unités d'énergie, la même orange donne une seule unité d'énergie. Maintenant, la question, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que lorsque vous mangez un fruit, lorsque vous mangez un légume, il y a différents organes qui rentrent dans le traitement de l'aliment. Le foie, l'estomac, l'intestin, tout ça. Les reins. Et tous ces organes ne fonctionnent que parce que l'aliment qui possède en lui une énergie dispense l'énergie dans le corps et dans les organes, qui font que les organes ne sont jamais en manque de besoins énergétiques pour traiter l'aliment. Mais lorsque vous avez des aliments qui ont une faiblesse énergétique déjà évidente au moment où vous mangez l'aliment, ça fait que l'organe est en surcharge. Et tous les organes se retrouvent en surcharge, et ce qui crée des dérèglements. Donc on a des maux d'estomac, on a ci, on a ça, parce que les organes n'ont plus suffisamment d'énergie. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est parce qu'il y a de l'énergie que le traitement du métabolisme s'en fait s'il n'y a pas d'énergie. Et tout est comme ça dans la nature. L'arbre, il peut porter des fruits parce qu'il y a de l'énergie qui circule dans l'arbre. La tomate, elle grandit, elle peut être gorgée d'eau parce qu'il y a de l'énergie qui passe dans la tomate. Et c'est la spiritualité africaine qui vous fait prendre conscience que tout est énergie-vibration et que cette énergie-là, elle est dispensée par l'énergie solaire. Donc il ne faut pas réduire le taux d'exposition en fait, des fruits et des légumes parce que le soleil a une dose d'énergie qu'il doit donner chaque jour. Et que le fait de réduire, tout simplement pour des raisons économiques, l'exposition d'un fruit ou d'un légume, je dirais, et même de supprimer cette exposition solaire remplaçant par la lumière artificielle, là, ce sont des apprentis sorciers. Il y a une autre chose qui m'avait choqué il y a une vingtaine d'années, et on a très peu parlé en France parce qu'ils voulaient légitimer un peu le mouvement, c'était les OGM, le fait d'intégrer justement des gènes d'espèces différentes sur des aliments pour les rendre plus résistants. Voilà. Je me rappelle, j'avais vu un reportage dans lequel ils faisaient des tests pour planter des tomates dans le nord de l'Europe, donc dans des conditions assez extrêmes où il fait assez froid, et ils avaient croisé justement les tomates avec des gènes de saumon et des gènes d'araignée pour les rendre, et donc ça poussait... Comme au Brésil où ils croisent des gènes de citron et d'oranger pour avoir des oranges soi-disant plus résistantes et autres. Donc les manipulations génétiques ont... C'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi parce qu'on sait très bien que les racines de baobab ne peuvent pas faire pousser un bananier. Donc c'est là où on voit qu'il y a quelque chose qui... On joue un peu aux apprentis sorciers parce que l'intérêt, c'est plus de nourrir l'humanité, c'est de faire de l'argent. Et ça, c'est problématique. Maintenant, la deuxième chose qui est particulière, c'est que la nature, c'est la diversité. C'est-à-dire que les plantes sont entre elles parce qu'il y a cette énergie qu'elles dispensent dans les sols avec l'azote et l'hydrogène et compagnie. Et c'est ça qu'on doit retrouver dans l'assiette. C'est-à-dire qu'avant, quand une grand-mère faisait un plat, il y avait beaucoup de légumes, de feuilles, d'épices, de beaucoup de choses. Maintenant, on a une espèce de plat aseptisé. Or, c'est maintenant qu'on découvre sur le plan moléculaire, l'avantage des clous de girofle, l'avantage de la fleur de moringa, de la fleur de malanga. C'est-à-dire on découvre en fait beaucoup de choses, les vertus véritablement du riz, du fouillis à pain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des analyses qui sont faites en laboratoire qui nous permettent de mieux comprendre la composition de tout ça. Mais cette composition, elle a besoin d'être comme la nature. C'est-à-dire que dans le plat, on a besoin d'avoir ce mélange entre les plantes, les fibres, les gousses d'ail, les oignons. Enfin, il faut retrouver ça. Et ça, je lance un appel particulièrement aux restaurateurs en leur disant que
il faut revenir à la tradition culinaire. Il faut arrêter de faire ces espèces de plats aseptisés où on a du riz et puis on a la sauce de la viande et puis on n'a pas tout cet habillage que nous avions avant parce que l'organisme a besoin. Quel est l'intérêt de servir à manger aux gens si leur organisme finalement ne pourra pas digérer convenablement ce qu'on leur a servi? On se quitte pour une petite page de publicité et on revient tout de suite avec Nusere Kalala Omotunde.